on pourrait résumer la concurrence à un ou deux acteurs qui font des choses similaires à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais. Cependant, il faut se placer à la place du consommateur, et le consommateur, il a faim. Aussi simple que ça. On est sur un marché qui est immature. Ok. La digitalisation de la restauration a à peu près 10 à 15 ans, je le mettrai, 10 à 15 ans de retard sur la digitalisation de l'hôtellerie. Un restaurant qui ouvre et qui ferme en France toutes les 6 minutes. Donc, on est par défaut déjà dans une industrie qui est changeante, qui est dynamique. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Kevin Maufray, directeur commercial de Deliveroo. Comme vous le savez, Deliveroo est initialement une société de livraison de plats cuisinés fondée en 2013. 10 ans plus tard, Deliveroo continue de connecter sa clientèle avec les restaurants, mais aussi les commerces locaux, grâce à ses livreurs et ses livreuses partenaires. En France, Deliveroo est récemment devenu rentable et compte plus de 30 000 restaurants et partenaires, grâce à une équipe commerciale d'un peu plus de 200 personnes. Avec 15% de taux d'attrition, cette force de vente doit continuer de convaincre en permanence, s'adapter perpétuellement aux demandes d'un marché extrêmement changeant. Pour nous donner toutes les clés des bonnes pratiques derrière une telle flexibilité et une efficacité commerciale redoutable, j'ai le plaisir de recevoir Kevin. Comment ça va, Kevin ? Bonjour Julien et merci pour l'invitation, ça va très très bien et je suis très content d'être là ce matin. Écoute, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors dans cet épisode, on va parler de comment construire une organisation commerciale agile qui s'adapte quotidiennement. Et au programme, comment structurer sa machine de vente pour qu'elle soit véloce, quels sont les bons réflexes à avoir pour assurer de bonnes stratégies de vente, et enfin, comment est-ce qu'on insuffle de la motivation à ses équipes au quotidien pour qu'elles continuent de progresser et de vendre à des ICP ou des clients en tout cas souvent changeants. Alors Kevin, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton expérience, ton track record, comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Alors, comment je suis tombé dans la vente ? Moi j'ai toujours voulu être dans la restauration et l'hôtellerie depuis tout petit. Ok. Ça c'est un premier fait. Donc j'ai commencé en cuisine et je me suis vite aperçu que c'était pas pour moi. Et dans la fin des années 90, début des années 2000, la tech qui arrive, la technologie, Internet et ainsi de suite, et je me dis comment je peux allier 2 passions qui sont d'un côté l'hôtellerie, la restauration et d'un autre côté la technologie. C'était le début des plateformes, tout début des plateformes, et ces plateformes-là cherchaient bien évidemment des commerciaux pour vendre les solutions à les prestataires ou les partenaires qui étaient des restaurants, des hôtels et autres. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé justement dans ce métier-là après un petit passage dans l'hôtellerie et la restauration. Mais en fait, je faisais déjà de la vente dans l'hôtellerie et la restauration parce que mon métier, c'était de vendre des événements, de vendre des séminaires, des banquets, des traiteurs, des mariages à des clients, soit entreprises, soit des indépendants, des individuels. Et donc, la vente a commencé très tôt pour moi. Mon premier souvenir de vente, et je pense qu'on en parlera après, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente. J'ai mis un pied à l'étrier, j'y suis resté parce que je suis passionné et ça allie toutes mes passions. En fait, toutes les planètes sont alignées. La technologie, l'industrie que j'adore, l'hôtellerie, la restauration, qui est ultra dynamique, qui se digitalise, et puis bien évidemment dans un vecteur de vente, dans la verticale de la vente. Ok, top. Ce qui te manquait en cuisine, c'était quoi alors ? Ce qui me manquait en cuisine, c'était peut-être les chefs et leur côté où parfois ça peut vraiment pousser des gueulantes. C'est un métier qui est très 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 dur. Et j'ai commencé très tôt. Puis je me suis dit c'est peut-être pas fait pour moi. Il manquait peut-être le contact du terrain aussi. le contact du terrain. Le contact du terrain est lié parce qu'on est vraiment dans le terroir, dans le vrai. On bosse à fond. Il y a du contact avec des équipes. Donc le côté équipe y était, mais il y avait vraiment cette hiérarchie qui était bien marquée, qui
pour moi, on pourra en parler après dans la vente, me déplaît dans les organisations qu'on a aujourd'hui ou qu'on veut avoir, qui sont beaucoup plus horizontales. Ouais, c'est trop pyramidal. C'est trop pyramidal. Alors le respect est important, mais il faut pas non plus que ça tombe du mauvais côté. Ouais. Et bon, c'était peut-être les années 90, début des années 2000 où c'était encore un peu militaire. très militaire. C'est très bien. Le cadre est bien, mais il faut aussi pouvoir un peu aller à droite et à gauche de ce cadre-là, justement, pour co-construire des choses. C'est vrai que la cuisine, je le connais un peu le secteur parce que mon beau-père justement travaille avec les grands chefs. Mais effectivement, c'est un secteur où c'est au millimètre et c'est un art, mais c'est aussi la seconde compte et donc du coup, on rigole pas quoi. Mais exactement, mais il y a plein de choses à reprendre de la cuisine dans notre monde commercial, pour l'excellence opérationnelle par exemple ou autre. Les techniques à mettre en place. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de ponts, moi qui viennent de mon passé, de cuisine ou de sport, en quelque sorte, pour remettre dans un contexte de force commerciale et de vente. Ok, hyper intéressant, on fera des parallèles du coup tout au long du podcast sur la cuisine. Est-ce que tu saurais nous dire justement quelle a été ta plus belle vente, celle qui t'a le plus marqué ou dont tu as le plus appris? Ma plus belle vente, c'est dans un secteur sur lequel je me serais pas du tout attendu. Pendant mes études, je voulais justement être indépendant et libre, et donc je faisais du travail à côté. Et c'était début des années 2000, je vendais du vin par téléphone, donc télémarketing avec un bottin en Suisse, à des Suisses, et je leur vendais du vin français. Et donc, j'arrivais le matin, je faisais ça pas à temps plein, c'était pendant mes études, j'arrivais le matin quand j'avais les 2-3 heures de trou entre mes différents cours, on me donnait un bottin, la liste aujourd'hui commence au M, et puis je descendais la liste. Je faisais à peu près 150 à 200 calls pendant ce laps de temps, parce que c'était la vieille école où vraiment il fallait faire du démarchage, il n'y avait aucun lead qualifié, il n'y avait aucune prospection, c'était que de la vente par téléphone. Et je peux t'assurer que c'est épuisant, on se prend énormément de portes, et pour revenir à ta question, ma première vente que j'ai fait dans ce domaine-là, ça a été une montée d'adrénaline. Quand il y a eu le closing, quand la personne m'a dit oui, je veux commander ces 2 caisses de vin, parce que justement, ça faisait quelques jours que j'essayais, que je me prenais des portes, qu'on me raccrochait au nez, et là j'ai eu une personne qui m'a écouté, j'ai une personne qui a voulu ce produit-là, j'ai pas voulu le survendre, et qui l'a pris. Ça, elle m'est toujours restée cette première vente, parce que c'est pas la plus importante, c'est pas celle avec le plus gros chiffre d'affaires, c'est pas celle qui a le plus gros impact, mais individuellement. Après s'être pris tellement de portes et de coups de fil raccrochés, elle a fait vraiment de bien, vraiment beaucoup de bien. C'est la première victoire, le premier déclic. Exactement, le premier déclic. Ok, top. Et alors, t'es passé par quelle structure de vente par le passé? T'as fait tes armes où? Alors par le passé, donc moi j'ai commencé dans l'hôtellerie chez Movenpick, qui a depuis été racheté par le groupe Accor Hotel en Suisse. Je suis ensuite parti dans une start-up française qui était basée à Barcelone, qui s'appelait Splendia.com, qui a été rachetée par Voyage Privé depuis quelques temps, basé à Aix. Et pour Splendia, j'étais à la fois en Asie-Pacifique. Donc j'ai fait tout le démarchage et le contracting de l'Asie-Pacifique, une expérience mémorable avec mon premier business trip, mon premier voyage d'affaires sur Bali en Indonésie, où là je devais aller ramener des hôtels, boutiques de caractère et de luxe sur la plateforme, avec des taux de commission élevés. Donc c'était les premiers échanges par rapport à ça, dans un monde où il y avait déjà des acteurs comme Expedia par exemple sur ces marchés-là, donc c'était assez difficile. Donc j'ai fait mes armes chez Expedia pendant 4 ans avant de pouvoir avoir une voire 2 promotions dans le groupe et prendre une structure commerciale qui était assez rapidement une petite structure commerciale. D'accord. À peu près 25 personnes, mais sur plusieurs pays, plusieurs continents, parce qu'on s'étendait sur l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Et donc ça veut dire qu'assez rapidement j'ai pu me confronter aux nuances culturelles de chacune et chacun en interne aussi pour pouvoir s'adapter. Donc mes classes, je les ai fait réellement là, avant de rejoindre un peu un mastodonte dans le monde de la distribution hôtelière chez Expedia, dans lesquels j'ai fait 9 ans. Donc je pense que ma formation s'est accélérée chez Expedia, parce que là on était vraiment dans une machine très rodée, qui certes a beaucoup évolué pendant ces 10 années, mais qui a pu se développer. Et pour aujourd'hui être chez Deliveroo, ça fait presque 4 ans maintenant, qui était encore une start-up,
Okay. En 2019, quand j'ai pu rejoindre, j'ai eu la chance de rejoindre Deliveroo, Ouais. avant la Covid, Le Covid, ouais. avant l'introduction en bourse de Deliveroo aussi, qui sont deux gros événements Bien qui ont sûr. transformé l'entreprise, Ouais. plus ou moins dans un espace-temps assez limité en 4 ans. Donc là, ça a été un peu de la post-formation et rajouter énormément de choses que j'ai pu apprendre chez Expedia ou ailleurs, et pour le mettre en application chez Deliveroo, qui avait besoin justement de cette montée en compétences sur les outils, sur les process, sur pas mal de choses dans le monde commercial. Ok. Bah, effectivement, j'avais vu que t'étais passé par Expedia, comme notre invité précédent d'ailleurs, Eudes de Montessus. Je sais pas si tu connais. Tout à fait, mais je le connais très très bien. Lui, il était chez Agencia et il est maintenant chez LinkedIn. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et il gère le LinkedIn Europe du Sud. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu as retenu justement de chez Expedia? En quoi c'est une belle école de vente? C'est une belle école de vente, Expedia, parce que déjà, je pense, premier axe, la société sait se remettre en question. Même si c'est une grande entreprise américaine qui a des années d'historique, elle sait se remettre en question. Okay. Et ça, déjà, c'est pas donné à tout le monde. On peut avoir tendance à se voir peut-être trop beau parfois et donc se dire que tout ce qu'on fait est bon. Et donc là, c'est le premier axe, et c'est-à-dire que cette société, de ce fait, accepte les changements, accepte les challenges et accepte justement de mettre en place et tester énormément de choses. Je pense que dans les années 2010, le test and learn, c'était pas encore très courant. Ouais, c'est vrai. On n'en parlait pas énormément, mais chez Expedia, on le vivait déjà. Okay. Tout le monde parlait de ce phénomène-là, aussi bien sur la partie produit technologique que sur la partie commerciale. Aller tester des nouvelles initiatives locales ou autres. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe de cette société, c'est qu'elle sait se donner le temps. On va dire que ça, c'est un peu des sociétés qui sont plus grandes aussi, qui ont peut-être les reins plus solides, qui ont de la trésorerie et qui ont cette capacité à se dire j'ai une stratégie sur le moyen long terme, je m'y tiens, et ça permet un engagement hyper fort des équipes par rapport à ça. Et je pense que ces deux axes-là sont deux enseignements clés que je retiens de mon passage chez Expedia. Ok, top. Alors maintenant, on va parler de Deliveroo. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs la proposition de valeur et nous dire aussi quels sont les gros enjeux des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année, grosso modo? Alors Deliveroo, la proposition de valeur, c'est qu'on est spécialisé dans la livraison de nourriture, de gastronomie à domicile, que depuis 2020 et la crise du Covid, on a aussi vu une opportunité qui était de se dire on peut faire des courses de proximité pour les consommateurs, consommatrices. Clairement, il y a un service à aller chercher dessus, et c'est un service qu'on a vraiment développé et vraiment poussé, qui représente aujourd'hui plus de 10% du chiffre d'affaires de Deliveroo Monde dans son ensemble. Quand même. Donc ça a bien développé. Donc à la fois les restaurants et les courses, ça reste bien évidemment principalement les restaurants, et on veut apporter ce service aux consommateurs, consommatrices sur le territoire français qu'on ne couvre pas aujourd'hui à 100% encore. Donc, pour ta question par la suite, c'est quelles sont nos volontés de développement pour la fin d'année, ça en fera partie, dans un service qui est irréprochable. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que je pense que c'est relativement simple de livrer et de faire de la livraison. Maintenant, de se tenir à faire de la livraison qui soit conforme aux besoins du client et à la volonté du client de ce qu'il a mis ou ce qu'elle a mis dans son panier, c'est beaucoup plus difficile. Il faut qu'il y ait les bons items, la bonne pizza ou les bons œufs maillots de chez Bouillon, avec le bon contenant, qui arrive d'une façon conforme aussi, et pas retourné, qui arrive dans des temps et des délais qui sont estimés. Ma promesse de vente, c'est aussi de me dire que je me fais livrer dans 20 minutes parce que je le vois avant de faire ma transaction, donc il faut que je me tienne à ce délai, et il faut que ça puisse arriver chaud aussi, si c'est des plats chauds, froids si c'est du surgelé ou autre, mais toute la complexité est là-dessus en fait. Dans le service, j'englobe tout ça. Donc voilà, notre proposition de valeur, c'est se tenir à ce service qui, quand vous ne l'avez jamais essayé et que vous l'essayez pour une première fois, c'est quand même assez bluffant de se dire je peux depuis chez moi, en quelques clics, me faire livrer plus ou moins tous les types de restaurants que je veux sur une grande partie du territoire français, selon mes envies du moment,
sur quasiment 100% de la journée. Et ça a beaucoup changé. Peut-être qu'on pourra en reparler. C'est que historiquement, avant la Covid, c'était 2 pics de consommation, le déjeuner et le dîner, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est tout au long de la journée. Aujourd'hui, c'est tout au long de la journée. Il y a du snacking, il y a petit déjeuner, il y a tard, tôt en sortie de boîte de nuit ou autre. Donc voilà la proposition de valeur du groupe Deliveroo. Et pour ton deuxième point, qui est de se dire, nous, nos grosses lignes directrices pour la fin d'année, ça va très très vite. 6 mois dans notre histoire, c'est hyper rapide. Oui, on a été fondé en 2013 au Royaume-Uni, mais on est rentré en France qu'en 2015. Donc on a fêté notre 8e bougie. Donc voilà, nos grands enjeux pour le reste de l'année, ils sont multiples. Le premier, c'est continuer à travailler la verticale du service, un service irréprochable. C'est compliqué, c'est un monde compliqué parce qu'on sait que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la météo, ça dépend des conditions sociales, bien évidemment, qu'on ne se cache pas derrière ça. Et donc s'assurer que ça tienne, ce service tienne, parce que le client, il souhaite que ce service soit là. Numéro 1. Numéro 2, c'est continuer notre diversification de sélection et d'offres. Et donc, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, on va travailler avec le groupe Auchan, par exemple, sur le monde des courses de proximité. En référencement de produits, on va avoir 3000 à 4000 références par magasin. Peut-être que le consommateur sur Auchan, il va en vouloir 10 000 pour encore plus de choix, encore plus de conversion. Pour des paniers encore plus complets et donc plus de choix, c'est mieux pour le conso. Donc ça, c'est continuer notre sélection. C'est pas juste rajouter plus de restaurants ou de partenaires, mais c'est au sein des partenaires existants qu'il y ait une meilleure offre, une meilleure sélection. 3e pilier, dans le contexte actuel, inflationniste tout de même, parce qu'on est toujours dans ce contexte-là. C'est comment on peut continuer à rester un service qui soit accessible pour tout le monde. Et donc là, la proposition de valeur, axée sur la valeur, est importante. Le prix, mais aussi le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de livraison et quel est ce prix, justement. Et quand on voit que, naturellement, les restaurateurs augmentent leurs tarifs sur Deliveroo ou sur les plateformes de manière générale, c'est que ce prix naturellement augmente. Nous-mêmes, Deliveroo, on a des volontés d'augmenter notre chiffre d'affaires, bien évidemment, pour être encore plus rentable et trouver le bon équilibre entre rentabilité, part de marché. Et donc justement, c'est ce 3e pilier fondamental qui est, on va travailler la valeur dans son ensemble. Qui sont, on va dire, les 3 piliers fondamentaux. Et puis après, il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici à la fin de l'année. C'est notre couverture géographique sur le périmètre français. C'est continuer à développer nos cuisines éditions. Nos cuisines éditions sont des cuisines partagées dans un monde digital et réel, physique, que nous mettons en location. Pour des marques spécifiques. Je te prends l'exemple de Popeyes aujourd'hui, qui est une nouvelle marque qui s'implante en France. Et qui justement n'a pas encore la couverture, n'a pas encore trouvé tout ce qui était site pour exploiter et créer leur restaurant. Ils ont ouvert Gare du Nord, mais ils n'ont pas la couverture géographique de Paris, et donc ils vont aller frapper à la porte de Deliveroo sur Courbevoie, sur Saint-Ouen, sur Bagneux et sur Ivry. Pour rayonner sur l'ensemble de la couverture parisienne et vraiment apporter cette proposition de valeur aux franciliens pour leur nourriture et pour leur développement. Et en parallèle, ils travaillent sur leur propre développement, de trouver les bonnes cuisines, les bons restaurants. Mais ça leur permet vraiment d'être une rampe de lancement pour rentrer sur le marché français, si tu veux. Donc ça, c'est également une brique importante de ce qu'on va continuer à faire sur la deuxième partie d'année 2023. Hyper intéressant. Tu commençais à parler du marché là il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence? Alors on va pas citer tous vos concurrents, mais c'est quoi vos avantages concurrentiels forts? La concurrence, elle est multiple en fait. On pourrait résumer la concurrence à 1 ou 2 acteurs qui font des choses similaires à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cependant, il faut se placer à la place du consommateur, et le consommateur, il a faim. Aussi simple que ça. Et nos concurrents sont tous ces acteurs et ces actrices-là qui répondent aux besoins de l'estomac. Donc ça peut être ton commerce de proximité en bas, ça peut être ton Monoprix qui propose une salade, ton concurrent, ça peut être ta box,
ta gamelle que tu amènes de chez toi, Mhm. ton concurrent, et ça on le voit notamment dans l'inflation, où on voit dans pas mal d'études Bien le sûr. retour de la gamelle dans les bureaux. Ouais, bien sûr. Ton concurrent, c'est ta concurrence frontale, bien évidemment, et c'est tous les services annexes qui proposent des recettes livrées chez toi que tu fais. Donc les concurrents sont multiples. La bonne chose, c'est qu'il y a de la place pour énormément d'acteurs dans ce milieu-là, Ah oui. puisqu'il y a autant de temps de repas. Il y en a pas que deux dans la journée. L'estomac, il parle plusieurs fois dans la journée. Ouais. Et donc, comment tu peux répondre à toutes ces attentes de l'estomac? Ça part de là, en fait. Et donc, nous, moi, je dirais que notre proposition de valeur pour Deliveroo par rapport à ce qui peut se faire, c'est la capacité de se faire livrer plus ou moins n'importe quand une diversité de cuisine et aussi de courses de proximité qui est là et qui est présente. Donc ça, c'est un numéro 1. Ok. Numéro 2, c'est on cherche toujours à avoir dans toutes les zones dans lesquelles on opère une mixité de typologies de cuisine. Ok. À la fois, tu vas retrouver les grandes marques que tu connais, qui sont connues des Français et des Françaises, mais tu vas aussi avoir des petites pépites de quartier hyper locales, parce qu'on est dans un business hyper local, en fait. C'est-à-dire que tes clients et tes clientes sont à 2 km, 2 km 5, Bien 3 sûr. km des restaurants. Ils sont pas loin. Ouais. Et donc, comment tu t'assures de répondre à tous les besoins de ces clients et de ces clientes dans ce rayon de 2 km, 2 km 5. Donc, vraiment, je vais dire, c'est à la fois dans la sélection, Ouais. notre différenciation, et dans le deuxième pilier, le service, qui est pour nous ultra important. C'est que tu reçois ce que tu as commandé dans les bons délais, mais aussi dans les bonnes quantités et la bonne température et tout ce qui va avec. Si en plus tu peux avoir un peu de personnalisation de la part du restaurant, c'est encore mieux. Salut Julien, merci pour ta commande. Voilà, ce type de On a technique parfois qu'on voit Ouais. assez présent. Ok. Bon, très intéressant. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, Kevin, combien tu as de collaborateurs au commerce et comment vous êtes organisé, surtout commercialement parlant? Alors commercialement parlant, on a plusieurs familles de métiers. Ok. On va commencer en raisonnement du funnel Ouais. de vente. On a toute l'équipe sales, donc sales qui vont être les personnes qui vont ramener la nouvelle sélection sur la plateforme. Ok. Premier métier. Ok. C'est notre plus grande force de vente dans l'ensemble de l'équipe commerciale. Ok. Ensuite, on a deux familles de customer success, désolé pour cet anglicisme-là, mais de gestionnaires de comptes qui sont scindés en deux. Mhm. D'un côté, les grands comptes qui Ouais. vont gérer les grandes marques que tu connais. Mhm. On va aller je vais te prendre des deux extrêmes dans ces grands comptes-là, d'un McDonald's par Ouais. exemple, qui a une couverture géographique en France assez importante, à des comptes plus locaux comme Cogent par exemple. Voilà, Ouais, très bien. ces équipes-là vont gérer ce type de marque. Donc ça, c'est la deuxième équipe. Ok. La troisième équipe sont des équipes qui gèrent des places de marché. Et donc qui vont gérer des villes, qui vont gérer Paris, qui vont gérer Marseille, Lyon, et puis jusqu'à un grand nombre de villes. Et ils vont être gestionnaires de comptes de la ville. Ok. C'est-à-dire que à Marseille, je vais avoir les meilleurs kebabs, je vais avoir les meilleures pizzerias de Marseille, et c'est ce gestionnaire de compte qui va gérer la ville de Marseille avec les équipes marseillaises en quelque sorte. Ça, c'est la troisième brique du métier. Ils vont avoir le PNL de la ville, donc ils vont avoir la rentabilité de la ville, la performance opérationnelle de la ville, et ils vont collaborer avec des personnes au sein de Deliveroo pour arriver à leurs objectifs, D'accord. qui sont des objectifs de volume, de rentabilité ou autres, de service, avec leurs alter ego qui sont dans les équipes opérations de Deliveroo, leurs Ok. alter ego qui sont dans les équipes marketing de Deliveroo, Ok. pour faire des campagnes, je reviens, hyper locales, Ok. pour qu'une façon de la zone, on puisse performer. Donc ça, c'est le troisième métier Ok. au sein de Deliveroo. Comment vous les appelez? Ce sont les équipes hyper locales chez nous. Ce sont des account managers Ok, c'est les account managers. qui travaillent, qui ont une organisation assez pyramidale avec des Ouais. city managers. Ok. Ces city managers ont des regional managers Ouais. qui gèrent des régions au sens plus large du terme. Ok. Voilà. Donc, c'est des account managers et qui ont derrière, ok. C'est très, très clair. Voilà. Donc c'est des account managers, gestionnaires de compte. On a ensuite toute une équipe qui nous permet d'exceller
de façon opérationnelle, KPIs, analytics, communication B2B à nos partenaires, qui est notre équipe de business operations, d'opération business, qui là supporte à la fois les équipes commerciales, fait aussi le lien avec nos équipes centrales, puisqu'on a un siège au Royaume-Uni, et nous permet aussi d'être efficace dans la façon dont on va communiquer à nos partenaires restaurateurs, nos partenaires de commerce de proximité et autres. Donc voilà comment est composée aujourd'hui l'équipe commerciale de Deliveroo en France, et a beaucoup changé. Et la force commerciale peut évoluer en nombre en fonction des piliers stratégiques qu'on peut avoir. Je te donne un exemple concret. Par exemple, si on décide que l'année prochaine, je sais pas, on veut couvrir 100% de la population française en livraison. Ouais. Ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir X nombre de villes. Ça voudrait dire qu'il faudrait un nombre de sales, prospection, nouveaux comptes sur la plateforme, qui soit x5, x7 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, ce serait délirant. Ouais. Voilà. Donc, en fonction de nos orientations stratégiques, les équipes commerciales peuvent être changeantes en fonction des besoins du business. Et vous estimez à combien justement le taux de couverture là, de la population française à peu près? Aujourd'hui, on est au-delà de la majorité de la population française, mais il faut savoir que la population française, contrairement à d'autres pays, est ultra fragmentée. Ouais, elle est atomisée. Ouais, c'est vrai. Elle est atomisée, c'est-à-dire que oui, t'as Paris, et t'as l'Île-de-France, t'as les grandes villes, t'as une dizaine de grosses villes, et puis après. Mais après, pour aller chercher des villes de 20 000, 30 000, c'est faisable. Dès que tu descends sous les 20 000, c'est une possibilité. Mais il faut trouver. Est-ce que tu as des restaurateurs qui sont prêts à vouloir se mettre sur ce service? Les consos, ils seront toujours là. Ça va dépendre de l'âge de la ville, de la population. C'est vrai. Les partenaires livreurs, pas toujours facile à trouver selon les villes. Est-ce que c'est une ville étudiante ou non? Donc là, ça va jouer sur pas mal de prismes de te dire si c'est une ville qui peut fonctionner ou pas. Ouais. Ah, hyper intéressant. Et alors peut-être revenons un peu en arrière, mais dans votre façon de vendre, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es arrivé il y a 4 ans? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors je le mets pas par rapport à moi, je le mets par rapport au marché. On est sur un marché qui est immature. La digitalisation de la restauration a à peu près 10 à 15 ans, je le mettrai, 10 à 15 ans de retard sur la digitalisation de l'hôtellerie. Et j'ai la chance d'avoir fait les deux métiers, donc je vois la transformation, je vois ce que j'ai pu vivre dans mon passé dans les plateformes de distribution et ce que je vis aujourd'hui. Enfin, il y a quelques années, je l'ai vécu chez les distributeurs hôteliers. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est un business qui est beaucoup plus artisanal. C'est beaucoup plus artisanal, et puis c'est un business qui change de main beaucoup plus rapidement aussi. On se dit, si tu as un restaurant qui ouvre et qui ferme en France toutes les 6 minutes. C'est juste un chiffre qui te dépeint la réalité. Tu peux avoir une personne qui pense à un nouveau concept, c'est exceptionnel. Une personne qui malheureusement ce nouveau concept ne marche pas, donc je vends mon fonds de commerce à quelqu'un d'autre, et ça on le voit énormément. Donc ce que j'ai vu qui a changé par rapport à ta question, c'est plusieurs choses. Il y a eu un avant Covid et un après Covid. L'avant Covid, on venait d'un monde où on avait une sélection de restaurants sur la plateforme, 10-12 000 restaurants sur la plateforme Deliveroo France, on couvrait une plus faible partie de la population, un accélérateur qui a été la Covid, la crise sanitaire pour nous, auquel nous n'étions pas prêts. Et juste pour faire un parallèle, le début de la crise sanitaire n'a pas été positive pour les agrégateurs que nous sommes, pour la bonne et simple raison que, si tu te rappelles, pendant 2 mois, on n'osait pas de sortir chez nous, on allait faire les courses une fois par semaine, et recevoir un plat qui venait d'une cuisine auquel on n'avait aucune traçabilité en quelque sorte, il y avait une grosse crainte chez le conso. Pendant 2 mois, ça a été très, très difficile. Passé ces 2 mois-là, ça a réouvert, et c'est là où je te dis on n'était pas prêt. On n'a pas été prêt, si tu veux, à absorber autant de demandes. Ça a explosé. D'un côté consommateur, mais d'un côté partenaire. Et donc, pour ta question d'un point de vue commercial, nous n'étions pas prêts à avoir autant d'inbound qui venaient sur la plateforme. Du jour au lendemain, nos inbound ont explosé. Explosé, quand je dis explosé, c'est x20. Naturellement. On n'avait pas les équipes, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les process, la machine a pété. À un tel point que
On a eu un peu de bad buzz sur les réseaux en se disant je veux absolument rejoindre la plateforme Deliveroo, mais ils ne me répondent pas. Et honnêtement, quand tu lis ça, tu te dis bon, il faut absolument qu'on puisse réagir. Ouais. Pourquoi ? Parce que nous étions, j'ai pas envie de dire la bouée de sauvetage, mais les restaurants étaient fermés et le seul canal dans une stratégie omnicanal qui était acceptable, c'était la livraison. Donc il fallait qu'on puisse répondre urgemment aux besoins des restaurateurs pour leur permettre de faire du chiffre, pour leur permettre d'être visibles, parce que eux avaient ces besoins-là. Ils avaient des employés, ils avaient un fonds de commerce, ils avaient une boutique à faire tourner. Et donc si tu veux, plus gros enseignement par rapport à ça, c'est prépare en fait ta machine, tes outils, peut-être pas tes équipes parce que ça c'est changeant et tu peux pas recruter du jour au lendemain, mais au moins prépare ta structure au pire des scénarios, tout le temps. Et tout le temps, c'est est-ce que ta structure et tes outils marchent si ça fait x20 du jour au lendemain. Et ça, c'est une bonne question à se poser, tu vois. Quand on va rajouter des nouvelles solutions, quand on cherche à mettre des nouveaux standards en place, c'est mon plus gros enseignement. Et demain, tu peux être sûr que nous, on est armés, ou du moins je suis armé avec les équipes, de se dire, on sait que c'est changeant, on sait que du jour au lendemain, les choses peuvent se passer, et donc il faut être prêt à pouvoir réagir très très rapidement sur le business, sur les outils, sur les processus qui sont en place. Ça, c'est le plus gros changement qu'on a pu voir dans la structure. Donc pour pallier à ça, bien évidemment, peut-être que c'est ta question par la suite, c'est qu'on a mis en place plein d'outils pour nous permettre de déceler par des systèmes d'alerte, des tendances, pour réagir rapidement. Ok, bah ouais, tu viens de le dire, le métier est très changeant avec parfois des stratégies de vente qui sont court ou moyen terme. Est-ce que tu peux nous dire, quelle est la mission d'un commercial chez Deliveroo et en quoi consiste son quotidien ? Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs métiers au sein de la famille commerciale chez Deliveroo. Ouais. Je vais en donner deux, trois exemples. Tu as les sales qui vont faire de la prospection pure. On a mis beaucoup d'outils en place et on en parlera par la suite, mais qui permettent de faire à la fois du lead generation, donc la génération de leads, et de la qualification de leads qui soit automatisée. Et donc le sales n'a plus besoin de perdre du temps à aller chercher du lead ou qualifier son lead, puisque un grand nombre d'éléments viennent à lui plutôt que lui perdre du temps par rapport à ça, et ça veut dire qu'il gagne en efficacité. D'accord. Il gagne aussi en conversion, parce qu'il a plus d'informations, plus d'intelligence. Donc ça, c'est le métier de prospection, sales, pour aller chercher les nouveaux restaurants, les nouvelles pépites sur la plateforme. Et ce métier-là, il a plusieurs verticales, soit dans un monde où on n'opère pas encore et on va ouvrir une nouvelle zone, soit un monde où on opère déjà et je veux aller chercher cette super pépite qui n'est pas encore sur la livraison. Soit dans un monde où ce sont des commerces de proximité et là tu vas dans la verticale du type de restaurant ou de site que tu vas aller chercher dans ce métier-là. Donc il y a un peu de complexité derrière tout ça parce que tu ne vends pas à un restaurateur comme tu vas vendre à un boucher ou un caviste. Ta proposition de valeur n'est pas la même, ton offre n'est pas la même, le besoin de ton partenaire ou de ton futur partenaire ou du prospect n'est pas le même. Donc c'est s'adapter à ça et comment tu peux être sûr d'avoir les bonnes équipes par rapport à ça. Et alors vous avez créé d'ailleurs un score de priorisation des prospects. Il est basé sur quel barème, sur quels critères ? Alors il y a 26 critères derrière qui complètent ce score. Ah oui, quand même. Assez poussé par nos équipes de data scientists. Et donc on va regarder des critères qui sont relativement simples, qui vont être ce partenaire dans cette typologie de cuisine dans sa zone, un partenaire déjà existant. Je vais le comparer et que fait ce partenaire sur la plateforme ? Un des éléments. Par exemple, un exemple concret. Une brasserie française dans la zone de Paris République. Qu'est-ce qu'elle génère chez nous ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que ça fait du volume ? Quel ticket moyen, panier moyen ça peut faire ? Ça, c'est un des éléments. Un deuxième élément peut être cette brasserie. Quelle note a-t-elle sur des sources comme Google, par exemple, TripAdvisor ou autre ? Est-ce que ça plaît aux consommateurs ? Typiquement,
tu peux te dire que si la note Google est de 2 sur 5, il est probable que ce ne soit pas forcément, je dis bien pas forcément, je dis pas que c'est éliminatoire, quelque chose qui va contribuer à donner un fort coefficient parmi ces 26 critères bien sûr. à ce restaurant. Et donc si tu mélanges ces 26 critères, je t'en ai donné 2, il y en a plein d'autres qu'on peut aller mettre en place, tu les mélanges, tu donnes un coefficient, ça te sort un score de priorisation, pour faire simple, qui va de 0 à 10, et les équipes commerciales, les équipes sales de prospection vont savoir que j'ai plus de chances à aller générer du chiffre et aller vraiment vendre ma proposition de valeur à des partenaires qui sont à 10, à 9, à 8, et je sais qu'ils vont marcher sur la plateforme, que plutôt potentiellement un partenaire qui est à 0 ou 1, qui risque de se mettre sur la plateforme, ça risque de ne pas marcher, donc ça risque d'entraîner une déception, et ensuite une perte sèche du temps de la personne, et pas forcément subvenir aux besoins du consommateur ou de la consommatrice finale. En fait, toujours se placer dans les chaussures du conso, c'est ça qu'on regarde. Ok. Et tu t'avais dit un truc très intéressant en préparation de ce podcast. Tu avais dit, alors je prends des passettes bien sûr, mais il faut être un peu bipolaire dans son management. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors, bipolaire, le mot est un peu fort, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est très bien d'avoir des outils, c'est très bien d'avoir des process, c'est important. C'est important d'avoir un terrain de jeu sur lequel on peut être. Cependant, dans les structures sales, et moi c'est mon expérience qui me dit ça, les personnes ne sont pas des machines. Ce sont tous des individus. Et ces individus, certains vont réagir à l'affect, bien sûr. D'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc c'est comment on peut s'adapter à se dire, peut-être que sur ces personnes-là, mon meilleur sales, ma meilleure sales, s'il n'utilise pas 100% des outils, je ferme les yeux, il y arrive sans. Et je pense que c'est là où il faut savoir bipolaire, ou plutôt s'adapter dans ce monde qui est changeant. Et le deuxième point, bipolaire, c'est que chez nous, dans notre métier, dans notre industrie, et dans l'industrie des plateformes, on est souvent, excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises, entre mes parts de marché, je veux grandir, c'est un monde concurrentiel, et ma rentabilité. Et ma rentabilité, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est une société qui est listée, cotée en bourse. Donc, les choses ont changé. Donc, on se doit de montrer des résultats qui sont à la fois forts. Des comptes à rendre. Des résultats qui sont hyper forts sur la top line, donc le chiffre de vente généré, mais aussi sur la rentabilité de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour grandir parfois? Tu as besoin d'investir. L'investissement te coûte, donc tu prends sur ta rentabilité. Et donc, c'est constamment cet arbitrage qu'il va falloir pouvoir faire. Et cet arbitrage dans notre métier, tu vas le faire sur aussi parfois le service. Si je fais plus de marketing, admettons si je mets un gros code promo sur une zone spécifique, je sais que ça va prendre, mais je sais que mon service risque d'être tendu pendant cette période-là. Et mon service me coûte aussi. Donc voilà, c'est toujours trouver en fait chez nous le bon équilibre, et donc c'est peut-être ça le mot bipolaire qui est poussé à l'extrême. Ok, hyper intéressant. Alors on a tous un taux d'attrition qui est en moyenne de 10% d'ailleurs en B2B pour les entreprises. Vous, dans un modèle évidemment différent de la moyenne, vous tournez autour de 15% des restaurants qui peuvent quitter la plateforme. Déjà, est-ce qu'on peut arriver à les convaincre de rester, et au bout de combien de temps ils peuvent revenir, et c'est quoi vos techniques justement pour réveiller des clients dormants? Alors je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, qui est un restaurant qui ouvre et qui ferme en France toutes les 6 minutes. Donc on est par défaut déjà dans une industrie qui est changeante, qui est dynamique, et ça on le voit peut-être moins sur le monde que je connais également, qui est le monde de l'hôtellerie. C'est pas les mêmes statistiques. Oui, il y a des changements, mais pas autant. Numéro 1. Et donc, ce qui explique ce différentiel, je pense, en ce que tu peux voir dans le B2B et ce qu'on peut voir chez nous. Le deuxième point, c'est que on a quand même, je reviens sur la crise sanitaire, même si en 2023 on en parle encore, pendant quelques mois,
permis aux entreprises dans le monde de la restauration des aides. Et ces aides-là ont été données et ensuite, on n'a pas demandé aux restaurants et aux restaurateurs de les rembourser tout de suite. Okay. On leur a donné une période de grâce sur lesquelles ils ont pu le faire jusqu'à, je pense, avril 2021. Et donc, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que après ces aides et dès qu'il y a eu le besoin de remboursement de ces aides, on a vu malheureusement un grand nombre de partenaires restaurateurs qui mettaient la clé sous la porte, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus dans la capacité d'opérer. Pour répondre à ta question, donc ça c'est, on va dire, macroéconomique, l'industrie. Par rapport à Deliveroo, qu'est-ce qui peut permettre à un restaurant de rester ou non sur la plateforme? Pour moi, c'est une chose spécifique, c'est le volume. Okay. Est-ce que tu apportes du volume et donc des commandes à ce restaurant? Donc est-ce que tu pèses dans son chiffre d'affaires? Est-ce que tu pèses dans son chiffre d'affaires? Et la responsabilité, elle est à la fois sur la plateforme, c'est-à-dire nous, est-ce qu'on arrive à lui apporter ça? Mais elle est à la fois chez lui. C'est-à-dire que tu as un grand nombre de restaurants qui se sont mis sur la plateforme juste pour se dire je me mets sur la plateforme et ça va faire de la livraison. Or, tu as quand même une grosse concurrence quand tu allumes ton application Deliveroo. Tu vois que tu as quand même une grande sélection de restaurants. Oui. Et toi, comment tu arrives à te différencier par rapport à ça? Et en effet, si tu viens juste sur la plateforme pour être sur la plateforme et tu penses que ça va tomber tout seul, je pense que tu fais une erreur stratégique. Sauf si tu es une marque ultra connue. Ouais. Mais c'est des minorités. Et donc, de ce fait, tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu, tu n'arrives pas à avoir de la visibilité et donc naturellement, tu tombes dans les bas-fonds. Et vu que c'est une solution assez facile à mettre en place, pour l'arrêter, tu fermes simplement la tablette. Tout simplement. T'as pas une solution SaaS où tu payes par mois. T'es au volume. C'est du plus. T'es à la commission. C'est du plus. C'est de l'incrémental. Donc voilà. Donc ensuite, comment tu peux réengager? C'est tout l'objectif de nos équipes de gestionnaires de compte qui vont aller par des systèmes d'alerte évoqués tout à l'heure, voir quelle est la possibilité, quelle est l'opportunité chez le partenaire. Est-ce que simplement il n'a pas le bon menu? Le menu qu'il a mis en place n'est pas adapté. Il n'a pas le bon contenu. Les photos parlent vachement. Aujourd'hui, tu es digital, tu as besoin d'avoir des photos, tu as besoin d'avoir une belle description. Qu'est-ce qui parle au consommateur? Sur ça, c'est numéro 1. Le retour aux fondamentaux. Est-ce que tu as un bon pricing? Tout simplement, non. J'ai augmenté mes prix de 25%, je me suis pris une augmentation de l'électricité et de mon loyer. Je vais augmenter sur la plateforme de 25%. Jusqu'à un certain niveau, le consommatrice l'entend. Passer un certain niveau, il l'entend plus. Bien sûr. Donc, comment tu peux l'aiguiller aussi par rapport à ça pour qu'il puisse aller, par rapport à ses concurrents, se démarquer. Donc voilà, toutes ces techniques qui sont en place pour lui permettre de l'accompagner et de l'aider à faire des ventes incrémentales sur la plateforme. Et donc pour ça, c'est pas mal d'outils qui ont été mis en place au sein des équipes de gestionnaires de compte pour les accompagner et accompagner nos partenaires. À la fois sur le côté, les partenaires ont une plateforme sur laquelle ils peuvent aller eux-mêmes le faire, très facile. Si tu veux, crée ton profil LinkedIn en quelque sorte, et t'es à 80%, rajoute ta photo et mets une offre sur cette période-là parce qu'on sait que ça va marcher. Et si en plus tu mets une offre sur ton produit qui se vend le mieux, c'est top. Donc ça, c'est standard. Et après, tu as tout l'accompagnement de l'account manager, du gestionnaire de compte, qui va aller par le biais de la data te donner les meilleures recommandations possibles pour performer sur Deliveroo. Ok. Pour le réengager, pour éviter qu'il soit dormant, et ainsi de suite. Et alors, un client dormant avec qui ça n'avait pas marché, par exemple en 2017 ou 2018, c'est quoi vos techniques justement pour le réanimer? Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est un client dormant qui est nécessaire pour la plateforme ou non? Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il plaît au consommateur? Est-ce qu'il plaisait aux consommateurs, consommatrices? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une bonne note client, par exemple? Ou est-ce que, tout simplement, il a eu peu de commandes, très mauvais retours, parce que des mauvaises opérations dans le restaurant, un temps de préparation qui n'était pas bon, et dans ce cas-là, je vais pas faire les efforts nécessaires, celui-là, pour aller le réactiver. Cependant, si ta question c'est un client dormant qui plaît au conso, là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je te donne un exemple concret, c'est lui permettre pendant un laps de temps à définir, de se dire, réessaye de te mettre sur Deliveroo avec notre recommandation. Et pendant cette période-là de test, on fait un test. Je te fais sans commission. C'est-à-dire que ça ne te coûte rien de réessayer la plateforme. C'est isolé,
c'est sur quelques semaines, je te réengage. Tu recrées l'habitude. Tu recrées l'habitude, tu te réhabitues en restaurant et nous, on va faire tous les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, et s'y retrouvent et se disent après, oui, non, ok, j'ai compris, maintenant c'est bon, je me réengage dans Deliveroo. Ça, c'est un exemple concret, mais on peut faire pas mal de choses. On peut aussi l'aider d'un point de vue marketing où on va nous-mêmes cofinancer la promotion pour le client. Donc te dire, reviens sur Deliveroo pendant tes 2 semaines. Moi-même, Deliveroo, vu que tu as un produit qui marche bien, sur tes top sellers, sur tes meilleures ventes, je vais mettre un 20% sur la plateforme. Parce que je sais aussi par la data qu'on peut avoir en interne que ça va performer. Okay. Il me manque dans cette zone-là le meilleur pizzaiolo du coin. Si c'est le cas, on va faire les efforts nécessaires. Ok. Alors après, ça peut être contraignant parce que après, on est confronté à toute la réalité de l'industrie. Tu vas dire, oui, j'aimerais bien en faire, mais en fait, j'ai un problème chez moi de ressources. Je n'arrive pas à recruter, donc je ne peux pas faire plus. Et ça, c'est clairement quelque chose. C'est clairement. Ça fait 2 ans que tu le vois. Ça fait 2 ans qu'on le voit. Même si ça s'améliore, chercher des bons équipiers, des bons cuisiniers et autres, c'est compliqué. Même des bons serveurs. Et les bons serveurs, c'est compliqué. Ok. Tu nous disais aussi que vous traquiez tout, évidemment, comme tant d'autres parmi nous aujourd'hui. Il faut bien choisir ce qu'on regarde, mais est-ce que tu as des métriques qui n'est pas forcément évident, mais que tu regardes toi beaucoup pour suivre justement votre performance commerciale? Moi, il y en a 2 qui me sont importantes. La première, c'est qu'on a mis en place un outil chez nous avec une société tierce qui traque l'engagement des équipes. Et c'est génial. L'engagement des équipes. L'engagement des équipes. Est-ce que l'équipe est engagée ou non? Et dans ce que veut dire engagement, ça veut dire... Excuse-moi, je te fais préciser, mais chez Deliveroo? Chez Deliveroo. Ok. Chez Deliveroo. Et donc, l'engagement des équipes, c'est est-ce que je suis aligné avec les valeurs de l'entreprise? Ok. Est-ce que j'ai une bonne vision sur la stratégie de l'entreprise et du groupe? Ok. Est-ce que mon entente avec mes coéquipiers, mon manager est bonne? Donc, c'est tous les mois, on envoie un questionnaire via cette solution qui permet, si tu veux, d'avoir le pouls. On a à peu près 90% de participation des effectifs qui permet d'avoir le pouls des équipes. Le feedback. Et moi, ça, et donc en plus de ça, donc c'est une note, mais en plus de ça, c'est anonyme et la personne peut mettre des commentaires sur plein d'aspects. Le salaire, par exemple, qui parfois dans des boîtes est un sujet tabou. Qui peut mettre des anecdotes, qui peut parler de son manager, si il ou elle ne souhaite pas l'évoquer sur un autre forum. Et donc, pour nous, si tu veux, c'est un outil. Pour moi, c'est pour ça que c'est le premier que je te donne parce que c'est ce qui mesure le pouls de l'équipe commerciale et pas de ce qu'elle génère en chiffre d'affaires, pas de ce qu'elle génère en nombre de leads, qui sont des notions importantes, mais vraiment sur comment se situe l'équipe, comment est le moral des troupes. Le moral des troupes, exactement. Voilà. C'est le bon ça, terme. c'est numéro 1. Ok. Numéro 2, je te dirais, dans la fonction plutôt sales pure, donc chasseur, moi je vais regarder le taux de conversion par canal. Le taux de conversion par canal, pour moi, canal étant inbound ou outbound par typologie de restaurant ou de site de commerce de proximité, nous permet de voir justement, maintenant avec l'historique, comment il évolue, et je pense qu'on a atteint un plateau. Et donc maintenant, c'est qu'une question de formule, tout simplement de formule de est-ce qu'il me faut plus de personnes dans mon équipe? Parce que je sais que si je rajoute X personnes en plus dans mon équipe, j'aurai cette capacité à délivrer Y. Elle est maintenant rodée, elle marche, et donc c'est un indicateur ultra important. Et je sais aussi qu'on a atteint, alors j'ai pas envie de dire un plafond de verre, parce qu'on peut toujours aller plus loin dans cette conversion par canaux, mais me dire, si on a des écarts et si on perd sur cette conversion, c'est qu'il y a sans doute des choses qui se passent au sein des équipes et ça touche la performance individuelle de chacun et de chacune. Donc c'est celui-là que je surveille au quotidien. Ok. Autre thème et sans transition, c'est quoi tes bonnes pratiques pour vendre un grand compte? Vendre un grand compte, c'est, je dirais, savoir s'adapter. Alors, tu vas me dire, c'est un peu le b.a.-ba, mais pour chacun, à ses besoins. Le grand compte, ses besoins, dans le monde de la restauration, ils sont multiples. C'est parler à lui,
mais parler aussi à ses franchisés. Parce que lui, il est à la fois le grand compte, il est à la fois franchiseur souvent, et il a aussi une communauté à gérer qui sont des franchisés. Et le besoin du franchiseur et des franchisés n'est pas forcément le même. Les franchisés sont des investisseurs et des hommes et des femmes d'affaires au sein du franchiseur. Ils ont à tenir une rentabilité, des coûts, et le franchiseur, lui, a d'autres contraintes. Et il a d'autres décisions aussi qu'il peut prendre en compte. Et donc, ce qui est dur à vendre dans un grand compte chez nous, dans notre écosystème, c'est que ton offre commerciale doit être adaptée à la fois pour le franchisé et le franchiseur. Et donc, c'est comment tu comprends les nuances du franchisé et du franchiseur, sachant que ta vente, tu l'as fait uniquement au franchiseur. Tu ne discutes pas au franchisé. Je te donne un exemple concret. McDonald's par exemple, ou Burger King, ou d'autres marques dans ce monde-là, des quick service restaurants, c'est la négociation avec le siège. Se fait avec le siège. Elle ne se fait pas avec le franchisé de Marseille ou le franchisé de Toulouse. Cependant, le franchisé de Marseille et Toulouse ont des besoins, ont des choses spécifiques et différents, et ils ont un cahier des charges aussi à suivre que la marque leur impose et leur dicte pour être franchiseur. Donc, je te dirais que c'est ça la complexité, et c'est comprendre ces deux nuances-là dans les grands comptes chez nous. Si on parle d'animation, tu recommandes quel genre de challenge à donner à ces commerciaux pour les stimuler dans leur prospection notamment? Donc, dans les challenges à mettre en place au sein des équipes, je pense que il faut savoir que ce métier de sales, c'est un marathon. Ça peut être usant. La durée de vie d'un sales chez nous est plus faible que d'un gestionnaire de compte. Et c'est pas, je veux dire, propre à Deliveroo. Je l'ai vu dans d'autres sociétés et je l'entends avec certains confrères. Et donc, comment tu peux t'assurer que ce travail qui peut être répétitif, parfois, soit un travail ultra stimulant? Donc, ça vient déjà par, est-ce que tu as les bons KPIs avec tes équipes dans l'animation? Est-ce qu'ils sont atteignables? Parce que, bien évidemment, s'ils sont pas atteignables, au bout de 1 mois, 2 mois, ou si tu es en trimestre, tu perds vite le moral des troupes, et je reviens sur mon indicateur du moral des troupes, et donc tu perds l'engagement, et donc la personne va vouloir partir et faire autre chose. Donc le KPI est-il bien adapté? Deuxièmement, t'es sur un marathon, mais je pense que parfois il faut savoir faire aussi des sprints pour pouvoir justement s'entraîner sur cette longue course et en équipe. Et donc souvent, ce qu'on peut faire et ce qu'on a vu, c'est que c'est un travail assez individualisé, le travail de sales. Tu es seul, tu as ton portefeuille, tu as tes leads à aller chercher. Mais quand tu regroupes tout le monde sur un objectif, sur une journée dédiée, tout le monde est au bureau dans un enjeu où tu as le télétravail déjà. Faire revenir tout le monde au bureau, tu dopes toutes les équipes, tu as une adrénaline de fou, tu as du bruit dans le bureau. Je vois chez vous, vous avez une cloche, mais tu as énormément de choses qui sont en place. Un gong même. Un gong, ça ne s'arrête pas. Et en fait, chacun se stimule et s'auto-stimule. Et donc ça, bien évidemment, tu peux pas le faire tous les jours. Non, ça ne fonctionnerait pas. Parce que là, tu grilles tout le monde. Mais le faire régulièrement, c'est à peu près tous les mois ou tous les mois et demi. Là, clairement, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et tu vas choisir la thématique, tu vas choisir l'enjeu et tu vas aller gratifier les personnes qui sont sorties du lot, même si c'est un travail d'équipe. Et puis, tu vas terminer par soit un petit team building, soit par un retour de toutes les équipes ensemble pour parler autre chose que des chiffres, de la data et de la performance, tous se rassembler. Sur combien de temps tu le fais? On le fait sur une journée. Sur une journée. Sur une journée. Top. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous a fait gagner en efficacité? On va dire plusieurs choses. La première, c'est dans l'inbound. Donc les prospects qui souhaitaient rejoindre la plateforme. Avant, c'était par téléphone, si on trouvait le numéro de téléphone. Aujourd'hui, c'est automatisé. C'est-à-dire que le partenaire déjà nous trouve en référencement, arrive sur notre page, s'inscrit tout seul, signe le contrat tout seul, se crée tout seul. Donc point de friction très faible, point de blocage quasiment aucun. Il a la capacité ou elle a la capacité en, j'ai envie de te dire, 45 minutes, si il ou a tous les documents, à créer sa page et sous 7 jours, il signe son DocuSign tout seul sur le site. Il signe son DocuSign tout seul sur le site. Il s'enregistre, il crée son menu,
il met ses photos et il peut aller être sur Deliveroo sous 7 jours. Avec bien évidemment chez nous un organe de contrôle pour s'assurer que ce qui est vendu est licite, conforme, avec les bons documents, les bonnes certifications et autres. Mais ça, c'est, si tu veux, la plus grande révolution qu'on a connue. Et c'est pour ça que je revenais tout à l'heure pendant la crise sanitaire, nous, on n'avait clairement pas ça. Et donc, l'affûté. Vous avez appris de. Exactement, on a appris de ça. Et donc là, tu peux dire que maintenant, on est clairement en autopilote par rapport à ça, à ceux qui veulent se référencer sur la plateforme. Ils peuvent le faire tout seuls. Alors, tout le monde n'a pas la capacité ou le temps à remplir tous les formulaires. Donc, parfois, on sait où ça bloque. Et donc là, on doit revenir dans un mode un peu manuel à se dire, allô, je vois que tu as bloqué là. Est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Donne-moi les documents et je m'occupe de ça et je t'amène jusqu'à la fin pour te mettre en ligne sur Deliveroo. Donc ça, je veux dire, c'est le plus gros process qui a pu changer. Le deuxième, c'est la priorisation de lead et le score qu'on a mis en place, qui automatise un peu, au lieu d'être un sales sur lequel j'ai mis 250 leads à regarder et je sais pas trop où je vais aller. J'ai ma liste qui est priorisée et ça, je peux t'avouer que ça fait pas mal de changements dans la façon dont ils opèrent. Bien sûr. T'es plus sur 10 000 fichiers et chacun a son fichier à droite à gauche. Tout est centralisé sur notre CRM et tout le monde utilise le même outil. Ok, tu parles de CRM justement. C'est quoi les meilleurs outils que vous utilisez chez Deliveroo? Alors nous, on est relativement standard en quelque sorte. On n'a pas réinventé l'eau. On a pris ce qui marchait, qui est stable, solide. Salesforce. Qui est intégré à certains outils qu'on peut avoir en plus chez nous. Et c'est Salesforce qui, tu veux, notre cerveau central qui utilise tout. Vraiment Salesforce. Ok, top. Après les outils, moi je suis adepte des outils. Et c'est bien d'avoir des tonnes de suites de produits. Cependant, juste le cependant que je mets là-dessus, c'est t'assurer que ce soit utilisé. C'est ça. Simplement pour avoir un outil et j'ai lancé ça. Comme toujours. C'est quel usage j'en fais derrière. Faut pas que ce soit un nice to have et que personne ne le suive. Exactement. Et même aujourd'hui, si je regarde Salesforce et notre utilisation de Salesforce, on utilise peut-être 30% de la capacité de l'outil. Nous, aujourd'hui, en interne. Et on n'a pas des millions d'outils. Donc déjà, on a énormément à faire sur cet outil. Donc comment tu peux vraiment consolider, capitaliser sur cette super machine au lieu de te diversifier et puis d'aller chercher 10 000 suites en plus. Yes, ok, top. Kevin, quelques dernières questions de fin avant de te laisser. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de 20 ans? C'est là où j'ai envie de faire un parallèle avec soit le métier de la cuisine, soit les métiers des sportifs. En fait, il y a, je pense, très peu de cuisiniers ou de sportifs de haut niveau qui ont que du talent et qui se repose que sur le talent. Et souvent, ce que je peux voir dans un monde commercial, j'ai envie de te dire peut-être un peu plus souvent aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se reposent que sur le talent plutôt que sur le travail. Le travail qui est, en fait, tu regardes les sportifs de haut niveau, tu regardes les cuisiniers, les personnes expérimentent un nombre de recettes, travaillent un nombre de techniques pour s'améliorer chaque jour. Et on voit que le résultat. Le rugbyman, Antoine Dupont, c'est bientôt la Coupe du Monde de rugby. Je veux dire, les passes, il en bouffe chaque jour pour qu'elles soient parfaites. Et je pense qu'en fait, pour remettre ça dans un monde, ton sales, souvent tu peux entendre, j'ai fait ma vente, j'ai fait mes objectifs, ça y est, c'est bon. Il va pas aller tous les jours travailler ses gammes, tous les jours travailler son pitch. Il va un peu se reposer sur ses acquis et puis ça passe, ça marche. Et je pense que si ce sales-là, s'il avait que le talent, il était dans le monde professionnel qui est le foot, le rugby ou la cuisine, je ne sais pas s'il réussirait. Et donc pour moi, c'est la discipline que tu te mets chaque jour à te dire ma routine, mes rituels que tu as en place. Je pense que c'est très très précieux. Ces rituels et cette routine que tu te mets en place sont clés. Et c'est ce que je dirais, c'est le conseil que j'aurais bien aimé recevoir si j'avais commencé ma carrière en me disant, en fait, on se rappellera pas de ton dernier win. C'est déjà passé, le temps passe. Il faut se challenger tous les jours pour y aller. Donc c'est cette constance en fait. Ça sert à rien d'être un jour à 150 et le lendemain à 50. Essaye plutôt d'être à 90 tous les jours et je peux t'assurer que ça cartonnera. Plutôt que ces espèces de yo-yo permanents.
C'est clair. Ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui est le plus dur, c'est pas de devenir le numéro 1, c'est de le rester, quoi. C'est de le rester. La meilleure version de soi-même. Ouais. Ok. Un livre à recommander à nos auditeurs sur la vente, le management, l'entrepreneuriat qui t'a inspiré récemment? C'est à la fois un livre et une conférence. Enfin, j'ai eu la chance de le voir en conférence devant une plénière. C'est Simon Sinek. Ouais. Qui a écrit Why notamment. Qui a écrit Why. Et moi, le Why, il est fondamental dans la vente. C'est-à-dire que déjà, t'as deux choses. C'est quel est ton Why à toi, le Why de ton entreprise et le tien personnellement, mais aussi quel est, tu penses, le Why de la personne à qui tu vas parler. Bien sûr. Et je pense que si tu saisis ces nuances-là, tu arrives à t'adresser à la bonne personne de la bonne façon, tu arrives à lui parler, tu vas pas lui vendre un truc juste pour lui vendre un truc. Et je pense que moi ça m'a marqué en fait, le fait de l'avoir vu, le fait d'avoir lu son livre, ça a vraiment permis de replacer un peu le contexte de tout ce qu'on faisait peut-être naturellement ou moins naturellement. Se dire attends, mais je comprends maintenant pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Dans cet esprit-là. Ouais. Je comprends. Ok. Donc, si cet été vous avez l'opportunité de lire ça ou même de regarder une petite vidéo conférence en ligne, je pense que ça vaut le coup. Top. Merci Kevin pour ces bons conseils, pour ton temps. Et puis j'ai envie de te dire à bientôt et vive la vente. Vive la vente et merci à Up2 pour cette belle opportunité. Avec plaisir. Merci Kevin. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente!